webconférence. Vous dire qu'effectivement, la webconférence, est enregistrée. Donc les personnes qui ne souhaitent pas évidemment, apparaître, peuvent couper leur, leur écran, leur, visio. Vous dire également que, ben, vous avez la possibilité de vous présenter, mais comme certains l'ont déjà fait dans le fil de discussion, d'intervenir via le fil de discussion et d'échange, qui, effectivement sera le trait d'union entre l'intervention, que nous avons le plaisir d'avoir là dans quelques minutes et puis, vos réactions qui sont, d'autant plus, attendues, suite à cette présentation que va nous faire, Yael Amsalem Mingui. Content de vous accueillir, hein, les acteurs se connectent petit à petit. On va voir qu'il y a plus d'une quarantaine de participants qui sont inscrits à cette journée. Vous dire aujourd'hui que ce cycle enfin, cette webconférence s'inscrit dans le cadre d'un cycle. Effectivement, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous voilà, Yael Amsalem Mingui, qui est sociologue et chargée d'études et de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, et aussi membre du Centre d'études et de recherche sur les liens sociaux, qui effectivement interviendra sur cette matinée, notamment pour nous faire un rendu sur le livre qu'elle a publié, qui s'intitule effectivement Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural. Ça, c'est l'intervention de ce matin. Vous dire qu'effectivement, cette intervention-là de Yael, qui va nous être proposée, s'inscrit, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans le cadre d'un cycle. Donc, qui dit cycle dit déjà plusieurs webconférences. Certains d'entre vous, j'imagine, ont pu participer il y a une quinzaine de jours maintenant à une webconférence proposée par Mélanie Gobineau, qui est également parmi nous ce matin. On la remercie. Et puis, vous dire qu'il y a également une autre webconférence est en préparation, en cours de finalisation, mais elle est validée, en tout cas dans sa forme. Vous dire qu'elle sera proposée par Véronique Borde tout début octobre. Voilà, on vous communiquera la date très prochainement. Et vous dire qu'effectivement, voilà, ce cycle de webconférence s'inscrit dans un travail, effectivement, dans un projet territorial de jeunesse dans les territoires ruraux entre plusieurs départements. Donc, c'est un groupe projet interdépartemental et interrégional entre le territoire de l'Ariège, de la Dordogne, du Lot, région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Que tout ça, effectivement, fait suite à des travaux menés de part et d'autre de ces trois territoires, et qu'une première rencontre en septembre 2019 a été organisée, notamment en y associant ces départements, mais je pense aussi aux départements du Tarn, du Gers, de la Haute-Garonne, qui étaient également présentes. Et cette rencontre interdépartementale se voulait complètement interdisciplinaire, parce que du coup, ont été associés des enseignants-chercheurs de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, de l'IUT de Figeac notamment, de l'Université de Foix, pour justement travailler un petit peu, mettre en perspective ces travaux qui sont proposés dans nos territoires avec des échelles différentes, avec des degrés aussi de mise en œuvre différentes, pour justement connecter un petit peu nos territoires, effectivement un petit peu décentrer ce regard qui est posé de manière un peu urbano-centrée là, sur les initiatives qui sont posées dans nos territoires. Et puis, je dirais, faire interagir les acteurs associatifs et puis le monde un peu universitaire pour justement donner de la matière à nos actions sur nos territoires. Je dirais qu'effectivement, les objectifs qui ont été posés, notamment en termes d'ingénierie territoriale, c'est de travailler d'observer un peu les pratiques sociales des jeunes dans leur globalité sur nos territoires. Effectivement, il y a eu la volonté de poursuivre aussi la réflexion sur les freins à lever sur toutes ces pratiques, notamment renforcer la participation des jeunes sur les territoires. Et je dirais qu'effectivement, suite à cette rencontre, se sont dégagées différentes perspectives d'action, donc notamment qui ont débuté
avec ce cycle de webconférence proposé avec Mélanie Gobineau il y a une quinzaine de jours sur trois gros objectifs, en fait, hein, sur le fait de travailler un petit peu une acculturation, une compréhension des concepts qui peuvent être dégagés sur les pratiques sociales, sur la ruralité, sur différentes entrées, notamment en termes de participation des jeunes dans les territoires, par exemple. L'idée, c'est de travailler sur développer une forme un peu d'ingénierie territoriale sur les politiques de jeunesse, abordées de manière globale et surtout en particulier dans les territoires ruraux, de mettre un peu en résonance les personnels de jeunesse et sport, mais aussi les acteurs associatifs qui sont bien évidemment impliqués dans tous ces enjeux. Je dirais que la pierre angulaire également, c'était de ces webconférences, c'est de diffuser les bonnes pratiques à partir des différentes expérimentations et initiatives qui sont pratiquées dans les territoires. Et puis, initialement, j'ai envie de dire quelque chose qui était raccroché dans un contexte de vie normale, on va dire, avec des propositions de rencontres itinérantes, qui se sont soldées par la mise en place de cette webconférence, mais qui néanmoins restent très intéressantes parce qu'il nous permet effectivement de raccrocher plus de territoires, plus d'acteurs. Et effectivement, on sent qu'il y a un engouement assez fort autour de ces enjeux. Et effectivement, dire que ce programme-là de visioconférence va effectivement suivre son cours sur ce deuxième semestre 2021, mais qu'effectivement d'autres acteurs vont pouvoir se greffer un petit peu à ces enjeux de ruralité sur lesquels nous nous penchons. Voilà, c'était une présentation assez rapide, hein, des enjeux qui sont posés dans le cadre de ce groupe projet interdépartemental et interrégional. Donc, nous travaillons en tout cas avec deux collègues là, qui sont Catherine Séné, donc CEPJ sur le département de l'Ariège, et Olivier Desmesures, qui est effectivement CTPS en Dordogne. Donc, si les collègues souhaitent rajouter quelque chose sur la présentation ou des éléments de cadrage assez généraux, vous êtes les bienvenus, évidemment. Cathy, peut-être, oui. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis désolée, j'ai coupé ma vidéo parce que sinon, j'ai des difficultés à vous entendre et vous voir. Moi, je ne vais pas compléter sur tout ce qu'a dit Guillaume. Juste vous préciser, donc, vous avez le fil de discussion qui est à votre disposition. Que je vais animer. Donc, l'idée est bien de réagir au fil de l'intervention de Yael Anselem-Mingui dans le chat pour ne pas interrompre sa présentation. Et moi, je me ferai fort de lui faire une synthèse et de lui poser les questions ou de lui faire part des réactions que vous avez pu avoir pendant son intervention à l'issue de cette intervention. Et donc ensuite, dans ce second temps, pourra se mettre en place un échange en fait avec elle. Alors, prioritairement sur le chat, puisque nous sommes quand même assez nombreux aujourd'hui sur ce webinaire. Mais bien évidemment, il pourra y avoir également des prises de parole en direct pour peut-être préciser les questions ou faire part de certaines réflexions. Voilà pour ma part. Olivier? Oui, bonjour à tout le monde. Je préfère qu'on démarre effectivement. Donc, on a pris part à ce travail-là avec la Dordogne, mais l'idée, c'est de travailler dans la durée, c'est clair. Ça fait depuis 2005 qu'on travaille les uns avec les autres. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de durable qui s'inscrit au-delà des territoires. Et quand on parle de décloisonnement, ça veut dire que ça prend toute sa forme aujourd'hui avec ce cycle de conférences, mais il y aura certainement des choses qui vont se faire en présentiel, comme ça s'est fait et ça a été rappelé par Guillaume tout à l'heure. L'idée, c'est de vraiment travailler sur les pratiques sociales des jeunes dans les territoires ruraux, mais dans une échelle qui est plutôt durable. Voilà, au-delà des dispositifs. On peut donner la parole, Guillaume. Oui, bien sûr. Merci Olivier et Cathy pour ces éléments complémentaires. Juste rappeler une bonne pratique, mais tout le monde commence à être plus qu'habitué. Pensez bien à couper vos micros, éventuellement vos caméras si vous ne souhaitez pas être filmé, bien sûr, ou pour gagner du flux. Du coup, je vais transmettre la parole à Yael Anselem-Mingui pour justement cette intervention.
Je te laisse, Yael, partager ton écran, si tu le veux bien. Ouais. Merci, merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'être là. Merci pour votre invitation à venir présenter. Alors, ça aurait été plus simple et plus agréable de vous voir en vrai, mais l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez tous et toutes être là et on peut tous et toutes être là en ce moment. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter très rapidement une partie de l'ouvrage que je viens de publier sur les jeunes filles de milieux populaires qui habitent sur les territoires ruraux. L'idée, c'est de vous rendre compte d'une enquête sociologique qui a été menée en 2018-2019, poursuivie un petit peu au mois de septembre de cette année, enfin, du coup 2020. Afin de pouvoir discuter aussi des apports de la sociologie et du regard de la sociologie. Donc, je vais partager mon écran parce que pour suivre, il me semblait que c'était pas mal que vous ayez un peu des éléments écrits. Et puis, ensuite, on reviendra à l'écran au moment de la discussion. Donc moi, je travaille, juste pour vous replacer, je travaille au sein de l'INJEP. L'INJEP, c'est donc l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui a pour mission d'être un observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse, un observatoire aussi de l'éducation populaire, de la vie associative et maintenant des questions sportives. Autant vous dire qu'on n'est pas 6000, mais qu'on est des petites équipes et donc on travaille beaucoup aussi grâce à l'ensemble des partenaires qu'on peut avoir, grâce à l'ensemble des professionnels qui travaillent sur le territoire, grâce à l'ensemble des collègues sur les territoires, des services déconcentrés. Donc voilà, et puis bien évidemment en lien avec les laboratoires de recherche qui sont un peu partout dans les universités aux 4 coins de la France. Donc cette enquête, elle s'appelle « Les filles du coin ». Alors pour celles et ceux qui ont déjà croisé ou avoir l'impression d'avoir lu ce titre, c'est clairement un espèce de pendant à un ouvrage très marquant en sociologie du monde rural et en sociologie de la jeunesse rurale, qui s'appelle « Les gars du coin », qui avait été publié au début des années 2000 par Nicolas Renaï, qui est un chercheur au Césaire à l'INRAE de Dijon, et qui avait fait une monographie, une enquête ethnographique sur un village, et il avait regardé un peu comment les enjeux en termes d'insertion professionnelle se passaient pour les gars âgés plutôt de 18 à 35 ans, on va dire, donc un peu plus âgés que moi, les filles que j'ai pu rencontrer. Mais voilà, c'est une enquête aussi qui se passe quelques petites années après un ouvrage que vous avez sûrement croisé, au moins dans la presse récemment, qui s'appelle « Ceux qui restent ». Enquête sur la jeunesse rurale en déclin, enfin dans les territoires en déclin, qui a été publiée par Benoît Coquart en 2019, pardon. Je me suis plantée sur ma slide. En 2019. Et donc voilà. Et donc l'idée, c'était d'apporter aussi un éclairage, parce qu'en ayant parlé et puis en ayant suivi les travaux des uns et des autres, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des enjeux à aller enquêter en partant du point de vue des filles et à rendre compte de leur expérience de la ruralité, de leur vécu de la ruralité, de leur compréhension, de leur définition du monde rural et de leur vie quotidienne. Et donc, c'est un peu dans cette idée-là. Alors, j'aurais pu l'appeler « Les filles du coin, point, celles qui restent ». Je ne l'ai pas appelé comme ça faisait trop de rappels à mes 2 collègues. Mais pour autant, c'est un peu ça, cette enquête, c'est de travailler sur les filles qui habitent sur les territoires ruraux, sur les filles qui restent sur les territoires ruraux, pas celles qui sont parties, éventuellement pour faire des études, pour travailler, pour plein de raisons différentes, mais celles qui y sont encore, en tout cas au moment où moi je les rencontre, qui n'ont pas fait l'expérience d'un départ prolongé, dans une perspective des âges de la vie et des processus de socialisation. Donc comprendre ce que ça fait aux gens au fur et à mesure en termes d'apprentissage, d'acquisition et puis d'inscription sur un territoire, comprendre au plus près et rendre compte des sociabilités juvéniles en train de se faire, et c'est pour ça que j'ai interrogé des filles qui sont âgées en gros de 15 à 25 ans, avec, on va dire, 2 axes vraiment très importants dans la recherche, qui sont les questions du genre et des classes sociales. Cette question, elle est vraiment importante et on ne pouvait pas la mettre dans le titre, ça devenait trop long de tout préciser. Mais pour autant, je n'ai travaillé, c'est une enquête qui porte essentiellement sur les filles de classe populaire vivant sur les territoires ruraux, volontairement pour continuer de documenter les travaux ethnographiques de Benoît Coquart et de Nicolas Renaï.
L'objectif de rendre compte des conditions de vie, des sociabilités, des processus de socialisation de ces jeunes femmes, c'était de rendre compte de la place, du rôle et du rapport qu'elles entretiennent avec leur famille, et l'enquête a montré plus spécifiquement avec leur mère, la constitution, l'évolution des groupes d'amis au fil des âges, avec les enjeux en termes de mixité, d'âge, de classe sociale, de territoire, de villages entre eux, de hameaux et de petites villes et de bourgs commerçants. Les pratiques de loisirs et l'occupation du temps hors du temps scolaire, parce qu'on disait juste avant, mais oui, alors les jeunes sont beaucoup à l'école, mais en même temps, ils passent aussi beaucoup de temps en dehors de l'école, et ce temps-là, il est important à prendre en considération. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas à l'école? Est-ce qu'on fréquente les mêmes gens? Est-ce qu'on fréquente les mêmes lieux? Est-ce qu'on tourne autour du lycée ou du collège, comme ce qu'on peut voir dans des territoires urbains? Et comment elles s'inscrivent en fait dans les processus d'insertion professionnelle et comment ça se passe aussi. L'idée, c'était aussi de pouvoir documenter la question de l'image qu'on a de son territoire au regard de l'image qu'on peut avoir des jeunes en général et de soi en particulier. Et donc de saisir un peu le rapport que ces filles-là que j'ai pu rencontrer entretiennent avec leur territoire. Donc pour ça, j'ai travaillé sur 4 territoires que vous avez sur la carte, auprès de à peu près 200 jeunes femmes. Alors j'ai fait 60, du coup pour l'ouvrage, j'ai fait 77 entretiens individuels, et puis on a fait pas mal d'entretiens collectifs, de rencontres informelles avec des copines à elles, enfin voilà. Au moment des fêtes, c'est l'avantage de faire de la sociologie, c'est qu'on peut travailler en faisant la fête. Donc du coup voilà, et qui vivent sur 4 territoires ruraux distincts et qui sont définis subjectivement comme ruraux. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, hein. Je ne suis pas du tout partie d'une définition INSEE de la ruralité ou d'une définition administrative de la ruralité, mais de la définition dont les jeunes filles que j'ai pu rencontrer par des biais très différents, notamment grâce aux professionnels, alors des CAF, de la MSA, mais aussi aux professionnels de jeunesse, des missions locales, aux animateurs et aux animatrices de terrain, mais aussi à des collègues qui bossent dans l'éducation nationale ou dans les associations qui sont plus ou moins d'éducation populaire identifiées. Et puis dans les équipements sportifs et tout ça. Et puis après, au fil des rencontres dans la rue, sur un champ, au fil des rencontres, quoi. Mais avec l'idée de documenter 4 territoires, parce que je voulais voir ce que ça faisait à la fois d'être sur un territoire où il y a des tensions touristiques et un attrait et une identité territoriale forte, notamment en termes géographiques. Alors là, d'ici, on pourrait pointer la Chartreuse avec les montagnes, et puis la pointe de Finistère avec la presqu'île de Crozon et le bord maritime de la presqu'île de Crozon. Et j'insiste bien sur le bord maritime parce que l'intérieur, c'est déjà plus du tout la même chose. Et puis 2 territoires que les filles identifient comme traversés pour les Deux-Sèvres, en pays de Gâtine, et dans la vallée de la Meuse, un territoire oublié ou inconnu, comme elles disent, où personne ne sait où ça se situe sur une carte. Donc voilà, et l'idée, c'était de voir un petit peu à travers des expériences de jeunes femmes qui grandissent sur ces territoires, quels étaient leurs points communs et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme éventuelle spécificité en termes de parcours et de mobilité et de rapport de genre et de classe sociale. Donc, je ne vais pas pouvoir vous présenter aujourd'hui tous les résultats parce que ça ne serait pas opérant. Donc, j'ai choisi de rentrer par certains axes. D'abord, pour vous dire un petit peu c'est quoi être une fille du coin. Alors, cette enquête, elle documente bien combien, finalement, c'est moins le lieu de naissance qui va permettre de définir si on est du coin ou pas que l'histoire familiale. Et l'histoire familiale et son ancrage et sa respectabilité dans le territoire. Et donc, on va voir combien, finalement, les filles sont tributaires. Alors, ce n'est pas forcément que les filles, mais moi, j'ai interrogé que des filles. Combien les filles sont tributaires des histoires familiales et de la respectabilité de leur famille, de la réputation aussi de leur famille. Et on va voir combien ça va se tisser avec l'inscription des parents dans des formes de sociabilité locale reconnues et respectables. Alors, je vous donne 2 exemples assez marquants parce que c'est des choses que j'ai retrouvées sur les 4 territoires, avec un père ou un frère investi dans le club de foot local, alors notamment entraîneur ou président du club de foot, et des mères dans les associations plutôt culturelles ou en responsabilité du foyer des jeunes, et où on va voir finalement déjà dans les formes de mobilisation des parents et d'inscription dans les sociabilités locales, des formes genrées d'inscription des sociabilités locales des parents. Voilà. Mais ces éléments, en fait, ils vont permettre aux filles d'être reconnues
d'être reconnues comme les filles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir combien on mobilise moins dans ces cas-là leur prénom que leur patronyme. On les renvoie bien à leur inscription familiale, puisque moi, en tant qu'extérieur, on me dit « Ah, mais est-ce que tu as vu la petite Dupin, par exemple ?» Et la petite Dupin, elle n'a plus de prénom. Et cette petite Dupin, on la reconnaît comme étant, comme pouvant bénéficier de la filiation et donc de s'inscrire dans des sociabilités locales grâce finalement à un capital qui n'est pas culturel, qui n'est pas économique, mais qui finalement va être un capital d'autochtonie, au sens d'un ensemble de ressources qu'on va pouvoir se procurer par l'appartenance à des réseaux qui sont locaux et à l'appartenance à des réseaux qui sont reconnus positivement. Donc voilà, à la différence de ceux qu'on entend en permanence être stigmatisés comme cassos, ou en tout cas pointés du doigt comme des galériens, comme tout ça, qui, eux, n'auront pas, en fait, enfin, pour les filles, en tout cas, que moi j'ai pu rencontrer, qui, elles, ne bénéficient pas finalement de ces capitaux d'autochtonie, du réseau qui est si important dans des territoires ruraux. On va voir également que cette inscription donc, des sociabilités locales, elle est importante en termes de milieu social, mais c'est surtout en termes de classement et de processus de classement entre les familles d'un même milieu social, puisque moi, je n'ai travaillé que sur les jeunes de classe populaire. Et on va voir comment se passent les situations d'identification aux familles qu'on peut fréquenter et aux familles qu'on ne peut pas fréquenter. Et ça va se tisser dès l'enfance. En fait, les filles qui ne sont pas dans les catégories fréquentables disent qu'elles ont été exclues à partir de la petite enfance. L'école maternelle, ça a commencé à se faire. Et en primaire, tout s'est stabilisé au fait qu'elles n'auraient pas de potes, elles ne feraient pas partie des groupes de filles, on va dire, un peu tendance, ou en tout cas les groupes de filles qui sont dans leur village ou dans leur hameau. Et c'est comme ça qu'à l'adolescence, elles vont dire dans les entretiens « Non, mais moi, j'aime bien être toute seule, je suis quelqu'un de très solitaire. » Et quand on va creuser ce « j'aime bien être toute seule », on va voir que c'est une manière de retourner le stigmate de la pauvreté, une manière de retourner le stigmate de l'exclusion juvénile et des groupes juvéniles entre eux. Pour aller vite, ces filles que j'ai rencontrées, elles sont de milieux populaires dont les deux parents ne travaillent pas toujours. Alors, ils sont ouvriers, ouvrières, employés, employés, en famille monoparentale parfois. Dans ces cas-là, elles habitent avec leur mère. Et aussi avec des parents en situation de handicap, alors non reconnus forcément par la MDPH. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant à voir, c'est comment on va identifier des parents en situation de handicap pour autant qu'ils ne bénéficient d'aucune allocation de handicap, mais sur lesquels on va faire expliquer pourquoi il ou elle ne travaille pas. Et cette question de l'identification d'un handicap par les jeunes, elle serait à creuser davantage. Moi, je n'ai pas eu le temps, mais elle serait à creuser davantage pour comprendre finalement les situations de précarité dans lesquelles ces familles peuvent se retrouver. Quelques-unes sont issues de la petite classe moyenne, donc là, avec les deux parents qui travaillent en tant qu'employés, assistants ou assistantes de direction de gestion, infirmières et soignantes, militaires ou commerçants, artisans, qu'on va retrouver davantage en Chartreuse qu'ailleurs, puisque la Chartreuse est située entre deux grosses villes et deux gros pôles urbains à forte tension, enfin à forte possibilité d'emploi. Alors, ce qui me semblait intéressant, c'était de pouvoir travailler sur la question des loisirs et vous faire partager un peu les constats sur les loisirs. Et puis, je vais essayer de garder mon temps et de respecter le temps que Olivier m'a donné. Pour vous pointer à quel point il y a des effets de genre qui sont très forts. Et c'est des effets de genre qui sont pointés par les filles avant tout. Puisque quand je leur ai demandé qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas au lycée, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas au collège, quand tu n'es pas à l'internat, vous faites quoi? Le sport, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que... et là, il y a une phrase qui dit, enfin une expression qu'elles ont utilisée qui disait « mais en grandissant, en fait, tout devient compliqué, ça devient compliqué ». C'est-à-dire qu'en fait, elles pointent comment, pendant l'enfance, elles peuvent accéder aux équipements sportifs, pratiquer des sports collectifs avec les garçons en mixité, comme si pendant l'enfance, la question du sexe et la question du genre n'était pas un problème pour les équipes, pour constituer les équipes. Et en arrivant au collège, d'un seul coup, tous ces jeunes ont des sexes et il faut les séparer par des équipes non mixtes. Et l'arrivée du sport en non-mixité va venir freiner une partie des pratiques sportives collectives des filles, puisque il y a moins d'entraîneurs pour les filles que pour les garçons. Et puis, les équipes filles ont moins accès aux bons horaires pour les équipements sportifs. Et puis, pour aller faire des matchs, par exemple, elles disent combien il faut trouver une autre équipe locale. Et en fait, c'est beaucoup plus loin que pour les garçons qui peuvent s'affronter entre villages et donc avec d'autres enjeux en termes d'organisation. Et donc, elles vont
montrer, en fait, à travers leur parcours, elles vont pointer des effets d'inégalité de genre dans les loisirs encadrés qui vont s'amenuiser au fil de l'adolescence, sur lesquels, en fait, on ne va pas leur reprocher de quitter les pratiques sportives. On leur reprochera éventuellement après d'être en surpoids ou de ne pas savoir se bouger ou d'être molle ou voilà, des choses comme ça. Mais pour autant, on va moins s'en occuper parce qu'en fait, on ne va pas les retrouver dans un espace public qui va être dérangeant pour les adultes. Quand elles vont, en fait, elles vont petit à petit être moins présentes sur les loisirs encadrés et elles vont investir davantage leur temps libre dans les intérieurs. Alors, elles vont l'investir dans les intérieurs et pour moi, c'est ça qui était intéressant, c'était comment elles investissent les intérieurs, parce qu'elles me disent, ouais, bah, sinon, je fais rien. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais rien, parce qu'il n'y a rien de meilleur que quelqu'un qui fait rien pour un ou une sociologue. On voit que comme tous les jeunes de leur génération, toutes les jeunes de leur génération, elles passent énormément de temps sur les tutos YouTube, y compris quand elles sont en zone blanche parce qu'elles s'arrangent pour aller chez eux. Avoir des activités qu'elles vont minoriser comme des activités de décoration, tandis qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont sur des activités finalement qui relèvent de compétences techniques comme la soudure quand on fait des bijoux et elles vont dire non mais je fais des petits trucs vite fait, mais elles vont pour autant acquérir des compétences techniques qui sont fortes mais qu'elles ne vont pas transférer en termes de compétences professionnelles, tandis que les garçons qui vont éventuellement bosser sur un vélo vont être capables de mobiliser ces compétences-là ou sur un scooter ou sur une moto, vont être capables de mobiliser ces compétences-là dans leur parcours professionnel. Enfin, juste pour finir sur la question des loisirs, et je vais très vite exprès, hein, on aura du temps pour en discuter après. Ce qui est intéressant, c'est combien elles ressentent que leur place, elle n'est pas attendue dans l'espace public, puisque finalement, au fur et à mesure des années, elles observent comment les gradins de stade sont de moins en moins accessibles, avec des grilles, avec des conditions d'accès qui sont beaucoup plus fortes, y compris quand il n'y a pas de match. Alors que les gradins de stade sont souvent à l'abri, ou en tout cas en partie à l'abri de la pluie ou du soleil, que sur les skateparks. Alors là, vous avez un exemple de skatepark à Crozon, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas la possibilité de poser ses affaires en dehors des flaques d'eau, mais aussi de s'asseoir pour regarder les autres. Et donc, elles vont investir avec les filles et les garçons de leur groupe pas mal les lieux abandonnés, les bouts des champs, des coins de forêt, mais aussi les caravanes au bout des jardins ou les granges au bout des jardins un peu abandonnées, mais pas vraiment. Et alors, dans certains territoires, quand il y en a, des blocos, mais ça, c'est pas partout. Donc voilà. Ce qu'on va voir aussi chez les filles, et qui, pour elles, en tout cas, quand elles le décrivent, n'a pas d'équivalent chez les garçons, c'est qu'elles vont s'investir dans des activités intergénérationnelles, notamment autour du loto. Elles vont pratiquer le loto et des activités intra-genres où, par exemple, elles vont aller sur les cours de Zumba proposés par une grande marque d'équipements sportifs dans leur territoire, puisque c'est les grands supermarchés sportifs en fait, qui vont faire vivre gratuitement une proposition sportive collective sans aucune inscription. Il suffit juste de venir à l'heure et en tenue à peu près adéquate, quoi. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai pu observer des cours de Zumba dans des centres commerciaux à l'extérieur ou à l'intérieur, où il y a des femmes de tous les âges, mais par contre, il n'y a aucun homme, ou quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Sur l'emploi, j'ai allé très vite, mais parce que je pense que vous en avez déjà discuté. Et il y a pas mal de travaux en fait qui montrent toujours et encore, et c'est quelque chose qu'on voit avec Benoît Coquart et que moi je vois aussi ici, combien les parcours et les orientations des jeunes vont se distinguer en fait entre jeunes urbains et jeunes ruraux à partir de la troisième, avec une orientation de proximité, un effet de structuration de l'offre par rapport à l'économie du territoire. Elles ont une très très bonne connaissance de l'économie du territoire par les expériences de filles plus âgées. Alors, ça peut être des cousines, des copines des mères, les copines des cousines, les copines des grandes sœurs, enfin voilà. Où elles vont savoir aussi ce qui est possible et ce qui ne relève pas du possible sur leur territoire. Et elles vont beaucoup s'inscrire dans une perspective de rentabilité des études dans des territoires où il y a une forte tension sur l'emploi, dans l'objectif de pouvoir travailler. Cette question de la rentabilité des études, elle est portée par les parents, portée par les mères, ou dans l'enquête que j'ai pu faire, les mères portent beaucoup l'importance d'un diplôme, mais pour autant, ce diplôme doit servir à quelque chose.
Et comme ça, j'ai souvenir d'un entretien avec une fille qui racontait combien elle avait découvert la philosophie au lycée et qu'elle trouvait ça génial. Et donc, elle revient vers sa mère en discutant un petit peu, en disant, tu sais, la philosophie, c'est fou et tout. Et sa mère lui dit, ouais, génial, mais en fait, ça sert à rien. Et donc, bon, bah, là, il y a une discussion entre la mère et la fille. Et puis, sa mère conclut par, mais tu as déjà vu un poste où on recrute philosophe? Et ben non, en fait. Oui, effectivement, à Pôle emploi ou à la mission locale, il n'y aura jamais un poste avec écrit recrutant philosophe en CDI en territoire rural. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, bah, clairement, cette fille-là n'a pas du tout été vers une université de philosophie. Non pas parce que ça ne l'intéressait pas, mais aussi parce que les coûts liés aux études supérieures, et je dis bien les coûts et pas juste le coût économique, sont très importants. Et donc, derrière, il y a derrière les coûts du départ, notamment pour faire des études, il y a le fait que les filles sont des piliers très importants dans l'équilibre familial, dans le travail domestique et dans l'organisation familiale plus largement. Elles participent aux allers-retours, elles participent à donner un coup de main à leur mère quand les mères ont des agendas ou un travail très prenant, mais aussi quand les mères ne travaillent pas pour s'occuper des petits. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup pendant le confinement, hein. Les filles ont été beaucoup plus sollicitées que les garçons pour venir en aide aux petits à suivre les cours, leurs cours et puis les cours des plus petits, y compris qui ne sont pas de leurs frères et sœurs, hein, voilà, de la famille en général. C'est un coût aussi qui va être important à l'adolescence amicale, le départ, parce que ça veut dire partir de son groupe de copains et de copines, et sans savoir si on va en trouver un en face, et puis sans savoir les effets de si ça ne marche pas, comment on peut revenir. Et puis des coûts amoureux qui ne sont pas négligeables, puisque quand on est dans une histoire amoureuse, dans laquelle on croit, est-ce que ça vaut le coup de tout remettre en question pour aller faire des études qui finalement, on ne sait pas trop à quoi ça va permettre d'arriver. Et donc, on va voir comme ça des gros enjeux en termes de mobilité, notamment liés aux études, qui sont à imbriquer dans des histoires de vie adolescente, dans des histoires de vie locale, avec des capitaux économiques qui sont relativement faibles pour les familles, des capitaux scolaires qui sont relativement faibles, mais une croyance dans le fait que c'est par le diplôme, malgré tout, qu'on va pouvoir s'inscrire, compte tenu de la forte concurrence dans les emplois disponibles. Malgré tout, on va voir que ces filles qui arrivent diplômées sur leur territoire vont investir des emplois bien souvent moins qualifiés que ce qu'elles sont diplômées, qui donnera raison du coup à leur mère ou à leur entourage de ne pas avoir fait d'études vraiment, vraiment supérieures en disant bah, « t'as vu ce que t'as, bah voilà, ça suffit ». Donc voilà. Mais malgré tout, et j'insiste, un truc qui est extrêmement fort dans les discours des mères et dans les discours des filles que j'ai pu rencontrer, c'est de l'importance de l'indépendance économique. Les filles grandissent avec un schéma de parentalité biactif, même si ce n'est pas possible pour les parents, mais avec une importance d'être indépendantes économiquement de leur conjoint, de leur famille, de leur mère. Et voilà. Et donc, c'est quelque part à tout prix qu'elles vont trouver du travail, à tout prix qu'elles vont chercher du travail dans un territoire où le travail s'obtient essentiellement, comme elles disent, par interconnaissance, par réseau. Et on va voir arriver l'importance du capital d'autochtonie et du coup une séparation forte entre celles qui peuvent en bénéficier et les autres. Ce capital d'autochtonie, donc cette dépendance finalement à l'interconnaissance et au réseau pour avoir de l'emploi, elle va engendrer une forte loyauté à l'égard du patron ou de la patronne, une forte loyauté à tel point qu'on a pas mal de filles dans cette enquête qui n'ont pas de contrat de travail, qui sont moins bien payées que ce qui avait été dit au départ, mais bon, il faut se rendre compte que la saison n'était pas la même ou que c'est difficile en ce moment pour l'entreprise, et qui sont dans l'incapacité de pouvoir dire les violences en milieu professionnel. Alors, ça peut être des violences symboliques, ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences sexuelles, ça peut être, enfin voilà, ça peut être tout un tas, ou même des violences liées aux conditions de travail, ne pas avoir des gants et se retrouver au nettoyage avec des produits extrêmement violents pour le corps. Voilà. Et tout ça, c'est des choses qui ne peuvent pas être dites parce que quand on a 20 ans, si on commence à balancer son patron, après, on n'a plus de travail du tout et on est grillé sur l'ensemble de sa carrière. Donc voilà. Donc c'est dans ce parcours-là, en fait, qu'elles vont décrire leur insertion professionnelle. Dans les emplois qu'elles vont pourvoir, moi, dans celles que j'ai pu rencontrer, ce sont essentiellement des emplois précaires, alors à l'image des emplois des femmes sur les territoires ruraux de manière générale, des emplois précaires des femmes en général sur l'ensemble du territoire français, mais en plus encore parce qu'elles sont jeunes. Donc, elles vont être en CDD, en temps partiel subi, avec des horaires de travail extrêmement fractionnés, qui ne leur permettent pas de cumuler des emplois, qui ne leur permettent pas non plus éventuellement de pouvoir prendre en charge leurs propres enfants, et donc vont devoir appeler leur réseau pour s'occuper de leurs enfants.
Donc voilà, et les types d'emplois, c'est essentiellement ouvrière à l'usine, vendeuse, aide à la personne, assistante maternelle ou encore travaillant en EHPAD. Avec ce qu'on voit pour une partie des filles qui ne sont pas encore en emploi, une aspiration forte pour les métiers tournés vers la sécurité et l'armée ou encore l'aide à la personne, qui sont des emplois qu'elles estiment à la fois sécurisants en termes de carrière, mais aussi à recrutement possible. Donc voilà. Donc elles vont être assez dans des discours pragmatiques sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je peux faire et là où ça embauche. Et pas forcément ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, ça peut arriver un peu plus tard dans les discours des plus âgés qui se sont déjà expérimentés au travail. Alors, juste pour terminer cette présentation extrêmement courte, ce qui me semblait intéressant, c'est de voir finalement combien les jeunes femmes que j'ai pu rencontrer participent à la vie locale et que ce n'est pas n'importe quelle fille qu'on va voir participer à la vie locale rurale. Et on va revoir en fait l'importance d'avoir des ressources familiales, d'avoir des parents reconnus, d'avoir des familles, d'être d'une famille reconnue pour pouvoir s'investir dans la vie locale. Donc, c'est les parents qui vont être investis dans la politique, dans le sport, dans les associations, qui vont aussi laisser de la place à leurs filles pour participer à l'organisation, à la fête, mais en amont même de cette fête-là. C'est ces filles-là qui vont se retrouver légitimes pour s'investir et pour participer, pour être visibles dans la participation. Pour autant, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a collectivement un travail d'invisibilisation de la participation des jeunes femmes à la vie locale, puisqu'on va considérer essentiellement qu'elles viennent donner des coups de main, que c'est normal si elles viennent finalement participer. Tu donnes un coup de main à tes parents et puis, oui, mais bon, tu es bien la fille de ta mère. Hein. Voilà. Et donc, elles viennent dépanner, elles viennent comme ça participer, mais sans avoir les honneurs de la participation, sans avoir la reconnaissance locale de la participation. Alors, pour vous donner un petit exemple très, très pragmatique, lors d'une fête sur un village, les garçons ont monté les barnums et se sont occupés du feu des grillades, pendant que les filles, enfin les filles et les femmes, les hommes et les garçons, pendant que les filles et les femmes, elles, s'affairaient depuis déjà 2 jours à la préparation des repas, à la gestion des tables et à la présentation. Au moment des discours d'ouverture de la fête de village, donc, les élus félicitent grandement le travail important fait par les garçons. C'est quand même impressionnant tout ce qu'ils ont réussi à faire en si peu de temps et donc vont valoriser finalement ce travail de performance physique, de performance aussi visible par les barnums, par le feu, par tout ça. Et puis, il n'y aura pas un mot pour les filles parce qu'en fait, c'est normal qu'elles fassent à manger. Et donc, bon, je l'ai restitué aux élus locaux. Quand j'ai présenté l'enquête avant de faire un bouquin, avant de faire un rapport de recherche, je l'ai présenté sur les 4 territoires. Et puis voilà, c'est compliqué. Parce qu'en fait, tous ces discours-là participent au fait que c'est normal. Si c'est normal, ce n'est pas de la participation locale. Donc après, c'est toujours intéressant de s'interroger aux formes de participation des jeunes quand les adultes participent à l'invisibilisation de la participation d'une fraction de la jeunesse à qui on va reprocher, en plus de ne pas s'investir, qui est la jeunesse qui va mobiliser, qui détient le moins de capitaux légitimes pour s'investir. Et puis enfin, dans cette enquête, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu rencontrer celles qui ne participent pas. Celles qui ne participent pas, c'est celles qui, déjà depuis l'enfance, ne sont plus invitées aux anniversaires. C'est celles qui ne sont plus invitées parce qu'en fait, elles ne peuvent pas inviter. Et quand on ne peut pas inviter, on n'est plus invité. Et il y a un jeu de réciprocité dans les familles qui va très, très vite, en fait, qui ne se dit pas, qui ne se voit pas, alors qui n'est pas spécifique au rural, mais qui est exacerbé dans le milieu rural, puisqu'il va se croiser, en fait, avec la figure des cassos, la figure des familles qui ne seraient pas respectables, des familles à problème, des familles différentes. Et ce processus d'étiquetage, en fait, il va se retrouver jusqu'au bout, puisqu'en fait, la participation au repas de la fête du foyer des jeunes ou au repas de la fête de village ou au moment des finales de club de foot et tout ça, c'est des filles qu'on ne va pas croiser, c'est des filles qui ne vont pas se sentir légitimes pour venir vraiment s'investir dans la place. Éventuellement, elles vont graviter autour, mais elles ne vont pas oser frontalement rentrer dans l'espace qui n'est plus le leur, alors qu'elles font parfois partie de familles qui sont inscrites depuis des générations et des générations sur les territoires, mais qui sont des familles construites comme à problème ou qui ont causé des problèmes à des générations précédentes. Et on va voir les effets aussi d'être une fille du coin et de devoir porter aussi l'héritage de tensions familiales ou de querelles de clocher, comme elles disent. Donc, est-ce qu'il y a des spécificités à ces jeunes femmes qui grandissent en territoire rural ? Pas forcément
aussi forte que ce qu'on pourrait penser du côté du territoire. On va voir que la classe sociale joue presque plus fort que le territoire, que le genre joue extrêmement fort dans leur parcours de vie. Mais malgré tout, on va voir combien elles pointent, elles, une imbrication d'inégalités. Moi, c'était ça mon intérêt dans cette recherche, c'était de rendre compte de leurs paroles, de leur vécu, de leurs conditions de vie. Elles vont pointer les inégalités territoriales, elles vont pointer un éloignement de l'ensemble des services publics. Alors, dans services publics, elles vont mettre tout un tas de services. Ça va être à la fois la possibilité d'aller refaire une carte d'identité, mais aussi accéder à l'auto-école, aller chez le gynéco. Tout ça, ça va faire partie des services publics, au même titre que la poste, au même titre que la mission locale, au même titre que l'équipement sportif et le club sportif. Quand elles vont pointer les inégalités territoriales, elles vont aussi pointer les mobilités qui sont freinées. Alors, j'ai fait exprès dans l'ouvrage de ne pas faire un chapitre sur la mobilité, mais la mobilité se retrouve comme un enjeu transversal au fil de leur vie pour aller voir des copines, pour aller au travail, pour aller au collège, pour aller à l'internat, pour aller faire du sport, pour aller faire des courses, pour aller être une jeune comme les autres, donc aller voir un peu des vitrines et tout ça. Et donc voilà, et puis elles vont pointer donc le manque de transport, le coût des transports, le temps des transports, et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est moins pertinent de travailler en termes de kilomètres, mais ça vous le savez beaucoup plus que moi, qu'en temps de déplacement quand on interroge la mobilité rurale. Et comme ça, elles se sont charriées dans des petits groupes en disant « Mais toi, tu habites à 10 km et tu mets peut-être 15 km et tu mets 2 heures pour venir au lycée. Moi, j'ai trop de chance. Je vis aussi à 15 km, mais moi, je mets finalement 20 minutes. » Et en fait, il y en a une qui est au début du quart scolaire, qui est à la fin du tour de quart scolaire. Il y en a une qui s'est fait avoir par rapport à l'autre et elle se charriait pendant le groupe d'entretien, l'entretien de groupe qu'on a pu faire. Elle pointe enfin des inégalités sociales. Elles pointent les effets de leurs conditions de vie qui sont jamais pauvres de leur point de vue, même si objectivement, d'un point de vue de la sociologie, il y en a qui sont pauvres. Mais elles vont pointer des inégalités avec les touristes quand elles sont sur des territoires touristiques ou les villes riches. Autant vous dire que Charleville-Mézières est considérée comme une ville riche quand on grandit dans des villages de la vallée de la Meuse. Donc la richesse, elle est aussi extrêmement subjective, mais elle est intéressante de ce qu'elle produit en termes de processus de classement et de déclassement et de rapport à la ville aussi, avec la peur d'aller en ville et d'être stigmatisée comme une fille de la campagne et pauvre, alors que la jeunesse bourgeoise des villes aurait tous les codes pour les déceler dès qu'elle descendrait du TER, dès qu'elle sortirait d'une voiture. Et puis enfin, elles pointent des inégalités de genre. Elles font l'expérience du sexisme dans le sport, elles pointent le déséquilibre du travail domestique dans les familles, le déséquilibre de la place des groupes de pairs dans l'espace public, mais aussi pointent au travail les fortes inégalités de genre et la faiblesse des emplois disponibles pour les filles, puisqu'il y a moins de petits boulots disponibles pour les filles. Elles pointent également le fait qu'elles sont des rôles piliers de soutien pour leur famille, qui peut peser parfois sur leur parcours, qui sont en fait une force, mais qui parfois pèsent sur leur parcours de vie. Donc voilà, ce qui est intéressant, enfin, c'est que ces filles, elles sont construites socialement comme étant des filles qui ne bougent pas. Moi, j'ai entendu que c'était tu vas t'intéresser aux berniques accrochées à leur rocher, comme on dit en Bretagne. Voilà, on m'a dit sur tous les territoires des expressions comme ça pour me dire ça va être dur, parce que pour les faire sortir de chez elles pour qu'elles répondent à ton entretien ou pour qu'elles acceptent de te rencontrer, ça va être compliqué. Alors, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et puis, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est des filles qui sont mobiles, en fait, très jeunes, qui n'ont pas peur de l'inconnu. Alors, je l'ai écrit comme ça parce que ça fait écho à plein d'entretiens, mais qui sont mobiles beaucoup plus que ce qu'elles en ont l'impression. Elles vont dire qu'elles ne bougent jamais. Et en fait, dans tous leurs entretiens, on va voir combien elles bougent. Elles font l'expérience beaucoup plus tôt que les jeunes urbaines d'une décohabitation parentale quand elles vont à l'internat, par exemple. L'internat n'est pas considéré comme une forme de mobilité, comme une forme de décohabitation. Et pourtant, d'un seul coup, elles vont fréquenter d'autres jeunes et découvrir la cohabitation intragénérationnelle, ce qui va marquer des parcours. Elles vont aussi bien être contraintes et faire avec. Alors ça, c'est vraiment un mot, une expression qui revient tout le temps. Moi, ici, je fais avec. Elles vont être mobiles pour trouver du travail. Elles vont être mobiles pour aller voir leurs copines et leurs copains. Elles vont être mobiles aussi dans leurs relations amoureuses, puisque notamment, là, je n'ai pas le temps de le développer, mais ce sont essentiellement les filles qui vont faire des centaines de kilomètres ou des dizaines de kilomètres ou des trentaines de kilomètres pour aller rejoindre la famille de leurs copains et s'installer avec leurs copains. Et il n'y a aucun copain des filles que j'ai pu rencontrer qui a fait le même trajet aussi long et pour s'investir dans la famille de leurs copines. Donc voilà. Et puis pour finir, voilà, une volonté d'indépendance économique extrêmement forte à l'égard de leur famille qui est à pointer
au regard des moyens qui leur sont disponibles et disposés pour pouvoir accéder à cette indépendance économique dans un contexte de forte tension du marché de l'emploi. Voilà un petit peu cette enquête, ce qu'elle peut donner. Alors, j'espère que j'ai tenu le temps qu'Olivier m'avait donné. Hein. Je vais, voilà, il est 11h15, j'ai dépassé de 5 minutes. Je suis désolée. Voilà. Et normalement, je tiens à peu près mon temps. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis maintenant, on peut discuter. Merci beaucoup Yael pour cette présentation qui est extrêmement riche, dense, qui a déjà amené quelques réflexions, quelques remarques dans le fil de discussion. Du coup, je transmets la parole à Cathy qui a relevé des éléments et puis qui va un peu animer ce temps de discussion. Cathy, je te laisse la parole. Oui, alors dans les échanges qui ont pu y avoir lieu, alors avant le début de l'intervention, vous pouvez le retrouver dans le chat, il y a eu notamment trois interventions sur des travaux de recherche en cours, donc, dont 2 en Corrèze, donc une association Medication Time qui fait des travaux de recherche sur les jeunes en Corrèze. Le centraliste Guy, également, qui travaille sur les questions d'égalité filles-garçons auprès des jeunes en Corrèze. Et une référence et une recherche-action sur la participation informelle des jeunes menée dans l'Hérault en 2015. Voilà. Ensuite, il y a eu un témoignage de quelqu'un qui s'est complètement retrouvé dans ce que tu as pu dire, avec donc la question, alors je recherche, voilà, quelqu'un qui a plus de la cinquantaine maintenant, mais qui a vécu en milieu rural. Et donc, s'il y avait à peu près dans toutes les petites communes des terrains de foot où il n'y avait pas ou peu d'autres structures pouvant accueillir des jeunes filles. Je me suis battue pour faire du handball. Le problème de la mobilité se posait. Mes parents n'étaient pas disponibles. Un entraîneur faisait plus de 30 km aller-retour pour venir me chercher. Voilà, donc ça fait bien écho à ce que tu as pu exposer, Yael. Il y a eu également un remerciement pour la richesse de la présentation, très détaillée et argumentée. Voilà. Et oui, et donc la personne qui témoignait, qui rajoute donc que cette enquête actuelle lui donne l'occasion de dire que finalement et malheureusement, les choses n'ont pas vraiment évolué. Alors, je ne sais pas, peut-être rebondir effectivement sur ce point-là. Est-ce que tu penses que les choses n'ont pas évolué ou malgré tout ont évolué? Et si oui, positivement, négativement? Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Moi, je ne suis pas là pour mettre ces indicateurs-là. Mais si, il y a plein de choses qui ont évolué et notamment un élément, moi, que je trouve assez intéressant par rapport au parcours de leur mère, c'est la chance de pouvoir bénéficier des réseaux sociaux. Et notamment quand elle commence à être un petit peu mobile et tout ça, arriver le lycée, où le lycée constitue vraiment un moment très important pour pouvoir souffler du groupe de l'enfance avec lequel on a grandi, avec lequel voilà, on fait tout, et puis qu'on se retrouve au collège, même si c'est un peu plus gros et que ça mélange un peu plus de villages. Voilà, le lycée, c'est un moment qui permet de ne pas exploser quand on n'a que grandi avec les mêmes jeunes, quand on n'a jamais déménagé. Et en fait, on va voir comment elles vont pouvoir maintenir des conversations avec certains groupes juvéniles de leur enfance, et elles vont pouvoir construire d'autres sociabilités avec d'autres jeunes quand elles vont grandir. Et en fait, elles vont cumuler et elles ne vont pas mettre en concurrence ces réseaux de sociabilité. Et ce qu'on voit très fort dans les sociabilités des femmes plus âgées, c'est que quand elles se posent en couple, elles vont largement investir la sphère de sociabilité de leur conjoint, de leur copain, au détriment de la leur. Et là, dans les parcours, en tout cas des plus jeunes, on voit comment elles cumulent en fait ces réseaux-là, et c'est des réseaux qui vont se recroiser en fait très rarement. Ils vont se recroiser au moment du mariage ou au moment du baptême de l'enfant, quand il y a baptême. Mais finalement, elles vont réussir à les faire coexister. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible pour leur mère. Leur mère, en fait, elles ont chassé en fait beaucoup plus radicalement un groupe par un autre, alors que ce n'est pas forcément négatif, hein, mais en fait, ne pouvant pas maintenir ces réseaux de sociabilité toujours à jour avec des blagues, avec des photos. Voilà. Alors, il n'y a pas la même intensité et il ne se passe pas la même chose sur ces groupes en ligne. Mais pour autant, les réseaux sociaux, ils vont leur permettre de, quand elles partent en internat vraiment loin,
ou enfin voilà, se construire un peu hors du cercle local, là où elles ont grandi, elles vont pouvoir conserver des amitiés, ce qui leur permettra plus aisément, ce qu'elles disent, de pouvoir revenir parce qu'en fait, elles n'ont pas coupé les ponts. Donc voilà. Donc il y a quand même des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent aussi, je pense, en termes d'accès au travail et de possibilité de travailler, même si ça reste extrêmement compliqué. Et là, même si elles disent qu'elles n'ont pas d'espace, par exemple, pour dire les violences au travail, elles profitent d'une enquête sociologique pour dénoncer les violences au travail. Et je ne suis pas convaincue que dans leur... Et c'est pareil pour les violences sexuelles, en fait. Et je ne suis pas convaincue que dans les générations antérieures, le discours et la dénonciation des violences, elle aurait été la même et elle aurait été aussi finalement dite rapidement dans les entretiens. Donc, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui se font et il y a des choses qui se font aussi au regard des emplois qui sont pérennes. Enfin, quand il y a des emplois pérennes d'animateurs, d'animatrices sur les territoires par rapport aux territoires où il y a des équipes qui sont en permanence en rotation et sur lesquelles il n'y a pas d'inscription d'une équipe locale, quoi. Merci. Ensuite, il y a donc Laurence Barthes, qui est géographe, qui remercie pour cette présentation et qui demande: peut-on continuer à distinguer autant jeunes de l'espace rural et jeunes de l'espace urbain, entre villages et certains quartiers des grandes villes? Comment faire le lien entre des travaux de recherche, des univers professionnels qui sont parfois cloisonnés entre ces territoires? Alors, je pense que, enfin, moi, l'idée, ce n'était pas forcément de distinguer rural et urbain. En même temps, si on veut comprendre finement les parcours de vie des filles en milieu rural, ce n'était pas possible de faire une enquête multisituée avec de l'urbain, du rural et tout ça. Pour rendre compte de la diversité du rural, et c'était aussi un des objectifs de l'enquête, c'était justement de casser avec l'uniformité, enfin, la construction collective d'une homogénéisation du territoire rural qui ne serait que comme ci ou que comme ça. Et alors, pendant le confinement, on a tous vu des photos avec la chance d'être en ruralité, avec un pavillon, une piscine et un grand jardin. Bon, bah non, il y a des blocs HLM en ruralité. Et c'est ça qui était intéressant aussi à travailler et à documenter. Hein. Moi, quand elles m'ont amenée dans leur cité, elles pensaient qu'elles m'emmenaient... Enfin, voilà, pour elles, c'était comme si on allait à Clichy-Montfermeil. C'est quand même pas les mêmes densités, c'est pas les mêmes tailles, mais pour autant portent les mêmes stigmates sur le fait qu'on appelle ça une cité. Donc voilà, ce qui est intéressant dans travailler justement sur la question du rural, c'est de voir les points communs avec la sociologie urbaine et la sociologie juvénile urbaine. Mais malgré tout, il y a, alors même s'il y a certains quartiers qui sont en grande relégation sociale, en grande relégation économique, avec des gros enjeux en fait en termes d'emploi, de mobilité et tout ça, on n'a pas les mêmes... En fait, l'accès, par exemple, au pôle universitaire, il est quand même plus proche quand on est dans des grandes villes que quand on est en ruralité. L'accès à des parcours différents avec quelqu'un qui a déjà expérimenté l'université est plus probable sur un territoire urbain parce que l'université n'est pas loin que sur un territoire rural très éloigné de pôle universitaire. Et donc ça va faire des figures, en fait, des figures d'exemples, des figures de récits qui vont faire partie du monde des possibles ou au contraire qui ne feront pas partie du monde des possibles, pas parce que c'est impossible, c'est juste parce qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur des classes sociales en particulier pour se rendre compte de qu'est-ce qui fait le plus sens. Est-ce que c'est plus le territoire que la classe sociale? Moi, j'ai tendance à penser que dans cette enquête, en fait, ce qui est plus encore important dans leur parcours, c'est leur milieu social que le territoire, qui va largement impacter l'ensemble de leurs conditions de vie, l'ensemble de leur discours et l'ensemble de leur processus de classement, de déclassement et comment elles vont mobiliser en fait leur capital d'autochtonie par rapport à d'autres capitaux économiques, scolaires, culturels qui seraient mobilisés par d'autres jeunes de classe sociale supérieure. Donc voilà, et comment faire le lien entre des travaux de recherche qui sont parfois cloisonnés entre ces territoires? Je pense qu'il faut faire comme vous faites aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il faut faire des colloques et il faut faire des recherches croisées. Et il faut laisser le temps à la recherche de faire sa recherche. Et il faut laisser du financement pour les recherches locales. Clairement, il faut des recherches, il faut du financement, il faut des postes. Enfin voilà, après, on arrive sur des questions politiques, mais de moyens économiques et de moyens humains pour faire toutes les recherches. Mais vous le savez aussi bien que moi, et des recherches-actions. Oui.
Et c'est effectivement un des sujets qu'on aborde régulièrement. Y a-t-il une vraie différence entre les jeunes de milieu rural et les jeunes de milieu urbain? Et c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement, qu'on abordera également dans le prochain webinaire avec Véronique Borde. Voilà. Je vais continuer sur le chat puisqu'il y a beaucoup de réactions et de questions. Alors que je reprenne. Bon, un nouveau témoignage avec quelqu'un qui a retrouvé dans cette présentation beaucoup d'éléments qui lui ont été explicités par leur belle-fille issue d'un milieu populaire dans un petit village de Beauce, voilà, et qui a aujourd'hui 40 ans. Des questions sur ce que vous auriez pu observer sur ce qui concerne la santé et notamment l'accès aux soins, au planning familial. Et je vais peut-être coupler avec la question suivante qui est si vous avez pu remarquer des différences en fonction de la fratrie, avec la place de l'aîné des filles qui semble être marquante en fait dans leur assignation, donc en remplacement, et je n'arrive plus à voilà, en remplacement de la mère. Oui, alors, oui, on a parlé en fait de l'accès à la contraception. Moi, j'ai fait ma thèse sur la contraception, donc autant vous dire que j'aime beaucoup et je passe beaucoup de temps à discuter de la sexualité. Je travaille beaucoup sur la sexualité juvénile, donc voilà. Et donc, on a parlé de leur accès, notamment avec une question idiote. Est-ce qu'ici, on peut avoir la contraception d'urgence? C'est une question idiote, mais qui dit beaucoup en fait de l'interconnaissance, qui dit beaucoup de où est la pharmacie, qui dit beaucoup aussi de où est-ce qu'on sait qu'on peut avoir la contraception d'urgence. Et c'est en fait, c'est un petit indicateur qui ne veut pas dire qu'elles l'ont prise, mais qui permet un peu de savoir comment elles construisent le réseau de santé ou le réseau de professionnels auquel qu'elles pourraient mobiliser. Et donc, c'est là où il y a un gros, par exemple, un effet important de grandir sur un territoire rural par rapport à grandir en ville, y compris en grande banlieue parisienne, dans des quartiers d'habitat social, c'est que en ruralité, si on ne veut pas aller à la pharmacie du village le plus proche, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'il faut s'organiser. Il faut trouver quelqu'un qui nous amène un peu plus loin. Il faut justifier pourquoi on a besoin d'aller plus loin. Et on n'a pas forcément envie de raconter sa vie sexuelle, avec qui ça s'est passé, comment ça s'est passé, quand ça s'est passé. Pour autant, quand on va à la pharmacie du village, on s'expose à beaucoup de questions, ou même si les questions ne se posent pas, à beaucoup de risques de commérage sur sa sexualité, sur sa respectabilité en tant que fille, parce que la respectabilité des filles passe beaucoup par leur sexualité et par leur vie sexuelle. Et donc, voilà. Alors après, plus largement sur l'accès aux soins, en fait, comme tous les jeunes de milieu populaire et même tous les jeunes en général, tant qu'il n'y a pas de problème, c'est que ça va bien. Tant que ça va bien, on ne va pas avoir un médecin. Alors, moi, un truc que j'ai trouvé intéressant quand j'ai rencontré des professionnels et les jeunes de l'autre côté, c'était qu'elles, notamment en santé sexuelle, elles n'identifient pas du tout, mais ça, c'est pas que les jeunes rurales, c'est les jeunes urbaines, c'est pareil. Elles n'identifient pas du tout les sages-femmes comme étant des professionnels de proximité. Or, c'est des professionnels pas chers qui peuvent délivrer la contraception, n'importe quelle contraception, et qui sont sur l'ensemble des territoires ruraux, en fait. Idem pour les infirmières. Et en fait, on construit en tant que fille et en tant que femme, on construit le fait de devoir aller chez les gynécos pour être vraiment une femme à l'adolescence. Et cette construction sociale du passage un peu emblématique chez le ou la gynéco va faire reporter les soins, parce que les gynécos sont en ville. Les gynécos, il faut des files d'attente de je ne sais pas combien de milliards de mois, et c'est extrêmement cher. Et ça peut être extrêmement violent parce qu'il y a des pratiques gynécologiques qui sont difficiles, d'exposition du corps, de mise en scène du corps, du rapport au médecin, que n'ont pas, je ne dis pas tous les gynécos et je ne dis pas que toutes les sages-femmes sont géniales, mais pour autant, il n'y a pas les mêmes pratiques professionnelles. Et donc, voilà. Sur les questions de planification, de centre de planif et de planning familial, alors moi, j'ai été sur des territoires où les centres de planif, il y a un territoire où il avait fermé il n'y a pas très longtemps. D'autres où il y a des interventions en milieu scolaire qu'elles ont pu voir, mais qu'elles n'ont pas vraiment situé. Enfin, ça ne fait pas forcément partie de leur vie quotidienne, ou en tout cas des choses dont elles ont parlé tout de suite. C'est des lieux d'écoute, mais comme ce n'est pas forcément des lieux de soins ou de prise en charge de la contraception, ce n'est pas forcément des lieux dont elles ont pu avoir besoin ou qu'elles ont identifié comme ça.
Enfin, sur la question de la fratrie, c'est une question qui est extrêmement importante en fait. La position, mais de manière générale, hein, quand on travaille sur les jeunes, c'est quoi ta place dans la fratrie? Quand c'est une fille, l'aînée par rapport au garçon, on va voir que c'est l'aîné des garçons qui va malgré tout avoir la première voiture. Quand c'est l'aîné, enfin c'est un garçon qui va être l'aîné, on va voir que c'est lui aussi qui va avoir en premier une moto, et la fille, la première fille, même si c'est la plus vieille, elle n'aura pas tout ça. Et donc, c'est extrêmement intéressant de travailler sur la position dans la fratrie. Et effectivement, ça va être l'aîné des filles qui va se retrouver comme pas remplaçante de la mère, mais qui va devenir un pilier, un soutien de la mère, excepté quand c'est sur elle que vont porter des aspirations professionnelles fortes. Et dans ces cas-là, ça va être reporté sur la seconde fille, qui va être investie davantage dans un rôle maternel ou en tout cas de care, parce que c'est sur la première qu'on va faire espérer, parce que c'est l'aînée, parce qu'elle y arrive, on va faire espérer les choses. Mais la question de la position dans la fratrie, elle est extrêmement importante à prendre en considération. Merci. Bien, encore un autre témoignage, alors là, d'une femme de 30 ans qui se retrouve entièrement dans chacun des points cités et qui est devenue animatrice pour les jeunes sur ce même territoire. Et elle dit « Mon expérience est une force autant que c'est une fragilité ». Merci pour la richesse de cette étude. Une autre personne indique qu'elle co-anime un webinaire sur l'égalité filles-garçons dans la cour de récréation le 30 juin. Vous pouvez accéder à ce webinaire sur Canotech, le réseau Canopé. Voilà. Ensuite, une association, donc celle que j'avais dû citer précédemment, donc, qui mène un travail sur le territoire corrézien, donc avec une approche subjective de la ruralité qui est très marquée, car il est aussi associé à une forme d'autodisqualification sociale au regard du territoire habité, même lorsque l'on est dans un quartier populaire en périphérie de Brive. Oui, alors sur la question de l'autodisqualification, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, les jeunes, moi que j'ai pu rencontrer, les filles que j'ai pu rencontrer, elles disent bien combien la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse urbaine. Quand on leur demande mais en fait, tu peux me décrire un peu les jeunes d'aujourd'hui? Ouais, mais ici, les jeunes, ils sont pas pareils, tu vois. Ici, c'est un peu... non, mais tu vois, c'est pas les jeunes que tu vois dans les films, c'est pas les jeunes que tu vois à la télé, c'est les autres. Et en fait, ces autres, c'est les jeunes, c'est le reste de la jeunesse, en fait. Hein. C'est la jeunesse qui n'est pas en centre-ville parisienne, blanche et riche, en bonne santé et qui peut faire ce qu'elle veut de son argent avec une carte bleue dès l'âge de 12 ans, qui n'existe finalement pas tant que ça. Hein. Mais qui est mise en scène collectivement comme étant l'image de la jeunesse, une jeunesse consommatrice, une jeunesse qui ne penserait que à se regarder et tout ça, et du coup, ils et elles ne vont pas se retrouver en fait dans ces catégories de la jeunesse, et la difficulté de la mise en scène, y compris dans les films, en fait, de la mise en image d'une autre jeunesse, de d'autres figures de la jeunesse, vient largement peser sur le fait que quand on est un rural, on est bouseux, alors moi j'ai des filles qui me disent, en fait, ça va t'étonner qu'il y ait des jeunes ici parce que pour toi, la ruralité, c'est forcément que des vieux. Donc voilà, et effectivement, il y a la représentation subjective de la ruralité qui va se mêler en plus à la question du milieu social, en fait, et qui va faire porter, en fait, qui va les faire se construire en opposition par rapport aux jeunes de la ville. Et quand je leur ai posé des questions, est-ce que tu vas en ville, comment ça se passe? Parce qu'elles vont en ville, elles y vont pas beaucoup. Bon, mais quand elles y vont, elles en parlent beaucoup dans les entretiens. Elles vont en ville beaucoup pour aller regarder les marques de vêtements à la mode. Elles vont aller observer ce qui se fait et les codes des pratiques juvéniles, même si elles ne les partagent pas directement, elles auront un discours dessus. Alors, elles envient toutes les cafés au chocolat, les endroits où on peut boire du chocolat chaud avec de la mousse dans des grands canapés. Je ne cite pas de marque volontairement. Elle cite beaucoup des grandes chaînes de restauration rapide qui, d'un seul coup, là, depuis très peu de temps, investissent les territoires ruraux. Même si, quand je leur dis, mais alors du coup, tu voudrais que cette marque-là, elle arrive dans le village? Ah ouais, ça serait trop bien. Et puis, juste après l'entretien, ah non, parce que ça ferait venir plein de gens qu'on ne connaît pas. Bon, et donc, il y a bien cet effet difficile de nouer plutôt avec les codes des pratiques juvéniles, mais en même temps en aspirant au calme
et à la sérénité de connaître tout le monde, d'être sur un territoire qui est calme. Voilà. Et en fait, on va voir comment elles vont en fait, avoir une lecture à la fois attractive et repoussoire de la ville. Paris est une figure extrêmement repoussoire, hein, mais plus largement, même la métropole la plus proche, ou même la grosse ville la plus proche, est une figure, constitue un territoire attractif et repulsif. Répulsif parce que il est composé pour les filles de bourgeoises et de racailles, et donc c'est pas évident de se situer entre les bourgeoises et les racailles, de trouver sa place, ça fait peur. Il y a de l'insécurité extrêmement forte. Alors, les filles en territoire rural, comme les filles en territoire urbain des classes populaires, elles vont essentiellement regarder BFM Télé, donc où l'insécurité est mise en scène en permanence. Donc, moi, elles m'ont demandé si j'avais pas peur de croiser des terroristes ou si j'en avais déjà vu dans ma vie dans le métro. Donc, voilà. Et donc, on a discuté aussi de ces moments-là parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça d'interaction de gens qui peuvent dire, peut-être, je sais pas. Mais en fait, tu sais, on va chercher du beurre et du lait dans la rue et les enfants vont à l'école et en fait, tout va bien. Et en fait, du coup, on a passé beaucoup de temps aussi à travailler sur qu'est-ce que c'était moi de vivre en ville et qu'est-ce que c'était elle de vivre en campagne et les représentations que moi j'avais de la campagne aussi en disant mais en fait, je vous trouve courageuse, vous arrivez à aller faire 5 km sur une route seule et vous avez peur de rien. Ah non, non, moi j'aurais trop peur d'aller en ville là où il y a tout le monde, quoi. Et moi je leur disais, mais là, tu es toute seule, tu te casses la jambe, t'attends qu'il y ait une voiture qui passe, quoi. Et donc, en les provoquant un peu sur moi, mes représentations, même si ce n'était pas forcément mes vraies représentations de la campagne, on a pu travailler sur les représentations d'un territoire sur un autre et la mise en scène médiatique et de ce que ça faisait aux individus. Et comment ça pouvait participer aussi au fait de se disqualifier. Alors, notamment dans les Ardennes, il y a Fourniret. Il y a Fourniret, il faut se composer avec l'image de Fourniret. C'est compliqué quand on est une fille et qu'il y a eu de la presse pendant un moment et qu'on était à la pointe de l'actualité, mais alors pas du tout pour le territoire. On était à la pointe de l'actualité pour un truc horrible. Tandis que quand on parle de Crozon, c'est souvent là, dans une semaine, vous allez voir des photos, des vidéos dans les journaux pour dire que c'est des plages comme la Thaïlande, même si les filles que moi j'ai rencontrées vont très peu à la plage, elles sont plutôt dans les territoires intérieurs de l'intercommunalité. Donc voilà, mais il y a un travail en fait sur... elles ont un discours dans cette enquête sur la force de leur territoire, l'apaisement de ce territoire, la force de la campagne, et en même temps le fait que ça ne soit pas du tout quelque chose qui soit valorisé pour les codes juvéniles et pour vivre sa jeunesse, quoi. Mais je vais peut-être vous citer, ça me ferait rire de vous le citer, puis après je répondrai aux autres questions. Je vais vous citer un extrait d'entretien, parce que je le trouve assez chouette et assez parlant. Alors, il faut que je le retrouve forcément. Tout à l'heure, je l'avais... Attendez 2 secondes, voilà. Parce que je leur ai posé la question à certaines, pas à toutes, j'avais pas le temps. Mais, je n'ai pas pensé surtout plutôt. Je leur ai posé à certaines la question de si elles étaient maires de leur village, qu'est-ce qu'elles feraient. On était au moment du grand débat, on préparait les municipales, on était quand même dans un moment de tension politique locale. Et donc, je leur dis, c'est un petit groupe de 3 filles qui ont 14-15 ans, que je rencontre dans un centre d'animation. Donc, je leur dis, on s'est vu plusieurs fois, puis je leur dis, donc si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez? Donc, la première répond, mettre un McDo et des magasins. Donc, la deuxième dit, et pas des trucs inutiles, genre, je sais pas, là, il y a un nouveau magasin qui a ouvert, c'est quoi? Une cave à vin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement? Ah oui, et là, à côté, c'est à côté du kebab. Ça sert à rien. Donc, la deuxième fille reprend. Voilà, genre, le kebab, ça a été le meilleur truc qui est arrivé ici. Et la troisième fille dit, c'est comme là, dans le centre-ville, il y a 3 ou 4 coiffeurs, c'est inutile, et il y a 4 fleuristes. Non, mais il y a des magasins qui sont ouverts, on ne sait même pas c'est quoi. Il y a un magasin de ski et personne n'y va. Bon, c'est un entretien qui est fait en Chartreuse. Donc là, la troisième dit, si, ils aiment l'hiver. Non, même l'hiver, il est plus cher en plus. Et là, la première fille dit, puis il y a un magasin, ils vendent des cailloux. Et donc la troisième dit, mais non, c'est des pierres précieuses. Et Brigitte Boutique, merci, voilà quoi. C'est un magasin de vêtements, mais autant nous faire un Jennifer. Ouais, voilà quoi, Jennifer, Bershka, Pull&Bear. Et donc, tous les trucs qu'il y a à Grenoble, nous, on ne demande pas la lune. Hein. Même genre un truc style la Halle ou un truc comme ça, parce que quand on veut un truc, on est toujours obligé d'aller dans une ville. Et donc là, la troisième conclut en disant, t'enlèves 2 coiffeurs, tu casses le mur, tu te fais un grand magasin. Tu prends le bureau de tabac, à côté, tu as le truc de chaussures. Les chaussures, elles sont trop moches, elles servent à rien. À côté, tu as le truc de pierres précieuses. Tu casses tout, tu fais un grand magasin. Et voilà, là, tu es élu maire de village direct.
Donc voilà. Donc c'était une proposition comme une autre, mais qui dit aussi, elles n'ont pas envie d'aller dans la grande ville, mais pour autant, ce qui est proposé dans leur village ne leur correspond pas du tout. Merci à elle. Voilà, c'était une autre manière de les entendre, hein, que de vous raconter ça aussi. Parce que là, je prends beaucoup la parole à leur place et je me disais, un entretien, ça les fait parler. Oui, tout à fait. Alors, il y a une référence à l'ouvrage Le genre du capital qui a explicité les inégalités hommes-femmes dans la répartition des patrimoines, notamment dans les successions. Donc, est-ce que vous avez observé des éléments là-dessus et une objectivation par les personnes rencontrées? Alors, ce que j'ai pu observer, parce que Le genre du capital, c'est un bouquin qui est génial. Et moi, ce que j'ai pu toucher, en fait, parce que comme c'était une enquête qui travaillait sur beaucoup de pans, hein, vous l'entendez bien, ce que j'ai pu rencontrer sur les enjeux de patrimoine, en fait, ça a été autour des enjeux de mise en couple, où on n'a pas le droit de se mettre en couple avec n'importe qui, et il y a des garçons avec qui il ne faut pas être. Et en creusant un peu, parce que je cherchais à comprendre, mais pourquoi ce garçon-là, il n'a pas non plus une famille si... Enfin, les autres m'en ont pas parlé comme étant la famille à problème ou la famille qui serait... Donc, en cherchant un peu, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des enjeux de patrimoine très forts et qu'on n'échange pas son patrimoine avec n'importe qui et on ne fusionne pas les patrimoines avec n'importe qui. On est sur des territoires où il y a eu des histoires antérieures entre les familles sur du patrimoine, hein, et notamment les principales embrouilles qu'il y a entre les familles, c'est autour du patrimoine. C'est sa tante, ma grand-mère, elle s'est fait voler un bout de terrain par l'autre qui se l'est approprié depuis qu'elle a construit sa maison dessus, depuis ça lui appartient, jusqu'à non, ma mère, elle ne voulait pas que je sois avec lui, mais tu comprends, parce que sinon, après, si je me marie avec lui, c'est lui qui aura tout. Et nous, on perd tout dans la famille, alors que c'est mes grands-parents qui ont œuvré pendant toute leur vie pour qu'on ait ça. Donc, la question du patrimoine, elle arrive et elle arrive tôt. Et moi, je ne l'avais jamais rencontrée dans les entretiens que j'ai pu faire avec des jeunes en milieu urbain, cette question du patrimoine, qui s'exprime comme ça, en fait. Et du coup, ça m'a fait tilt en me disant, tiens, c'est drôle. Enfin, ça serait peut-être une des spécificités du rural, c'est à quel point les jeunes sont socialisés assez jeunes aux enjeux d'acquisition, de propriété, de patrimoine familial. Et finalement, les jeunes urbains seraient plus loin. Pour autant, j'ai fait des entretiens avec des jeunes dont les parents sont propriétaires et tout ça. Mais ça serait moins fort. Enfin, moi, je ne l'ai pas rencontré aussi frontalement que ça, notamment dans les relations amoureuses ou dans l'installation conjugale. Alors, une question, donc on revient sur le sujet des fratries. Donc, est-ce que vous avez observé des stratégies d'entraide entre fratries? Par exemple, si les plus grandes sont déjà allées en ville? Alors, je n'ai pas souvenir de formes d'entraide. En fait, j'ai souvenir de formes d'entraide essentiellement dans les mobilités temporaires, c'est-à-dire pour aller en ville, pour aller chez le médecin, pour aller voir des copines, pour aller en boîte de nuit. On va s'entraider. Et on va s'entraider alors dans la fratrie, alors essentiellement entre sœurs, mais aussi on va s'entraider avec les filles, les voisines et les copines des voisines et la tante et voilà. Et on va voir combien en fait cette forme de solidarité, elle va se construire entre femmes d'un côté, et puis essentiellement autour de qu'est-ce qu'on va faire en ville à ce moment-là. Et donc, tiens, je vais faire des courses au grand supermarché, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et on va partager les coûts finalement liés à l'essence. Hein. Elle pointe assez jeune en fait les coûts des transports. Et donc, dans ces coûts des transports, il va y avoir des mobilités qui sont légitimes, aller faire les courses, machin. Et puis, quand on n'a plus trop les moyens, les mobilités peu légitimes, c'est aller faire la fête, aller en ville pour rien faire, juste aller entre copines, tout ça. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'elles ne se font pas aider par les garçons, hein, et c'est bien l'avantage des filles par rapport aux garçons, c'est qu'elles sont, comme dans en France, les filles, elles ont des partenaires plus âgés, souvent de 2 ans, ce qui change tout en fait à 16 ans, puisqu'en fait, elles sortent avec des garçons qui ont 18, 19 ans, et donc ils ont déjà les permis de conduire. Et donc, ils ont souvent déjà des motos. Alors, même si les parents interdisent de faire de la moto derrière un garçon, tout ça, bon, les filles le font. Hein, désolée pour les parents qui sont dans la salle. Pareil, les parents interdisent de faire du stop et les filles font du stop. Mais voilà. Et donc, en fait, il va y avoir des stratégies. Enfin, je ne sais pas si c'est des stratégies ou juste, comme elles disent, elles font avec les moyens du bord et avec ce qui est possible, quoi.
Alors, les sociabilités des jeunes ruraux ont pu être qualifiées de sociabilités de repli sur soi. Est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, j'ai un peu du mal à penser ce repli sur soi. Enfin, je trouve que c'est... je ne sais pas à quoi ça... Parce que ces jeunes, ils n'auraient pas forcément envie de partir dans des grandes villes, ils seraient en forme de repli sur soi, mais en fait, on a le droit de vouloir vivre sur son territoire et être épanoui sur son territoire sans être sur une forme de repli sur soi. Malgré tout, quand on étudie les parcours de l'enfance jusqu'à, on va dire, la fin de la scolarité obligatoire, on voit bien que s'il n'y a pas un repli sur soi, elles vont composer, recomposer leur groupe. Il va y avoir, notamment au moment vraiment du lycée ou d'enseignement professionnel, une ouverture qui va être contraire en fait aux sociabilités de repli sur soi. Moi, je trouve pas que, y compris dans les classes populaires, elles soient dans des formes de repli. Elles composent, elles sont contentes de composer avec leur territoire, elles font avec, comme elles disent, mais faire avec, c'est pas forcément négatif. Et rester sur son territoire, c'est pas forcément négatif. Et quelque chose que moi j'ai retrouvé beaucoup dans cette enquête, c'est l'injonction permanente qui leur est imposée de devoir partir, qui est extrêmement violente en fait. Qui est extrêmement violente parce que ça sous-entend qu'elles ne pourraient pas rester sur leur territoire, qu'elles ne seraient pas bien sur leur territoire ou qu'elles ne pourraient pas se construire sur leur territoire. Tandis qu'au moment où moi je les interroge, elles y sont bien, elles sont contentes. Alors elles pointent bien souvent, ouais, si je devais déménager, en fait j'irais dans le bourg. Et pourquoi tu irais dans le bourg? Parce que du coup, je peux aller faire 3 courses à pied et il y a le TER et il y a la ligne de car. Mais en fait, elles ne veulent pas partir de leur territoire. Elles veulent juste une ligne de TER, une ligne de car. Enfin, voilà. Et 3 commerces de proximité pour pouvoir avoir une vie locale, surtout quand elles sont dans des villages qui ont été complètement fermés en termes de commerce et où il n'y a plus rien qui passe, quoi. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai trouvé, alors je sors de la question du repli sur soi, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette enquête, c'est quand on est en milieu urbain, on nous dit qu'il faut, pour réussir sa vie, il faut partir et on nous fait regarder du côté de l'international. Quand on est en territoire rural, pour réussir sa vie, on nous dit qu'il faut regarder vers la grande ville. Mais en fait, on ne nous dit jamais qu'on peut regarder vers chez soi pour réussir sa vie. Et du coup, c'est extrêmement violent comme discours pour des jeunes qui, soit n'ont pas les moyens de sortir de chez eux, mais encore faut-il définir ce que ça veut dire sortir de chez soi, parce que c'est des jeunes qui, globalement, au fur et à mesure des âges, oui, quand on est tout petit, on est sur un périmètre qui est tout petit, 10-20 km, et puis en fait, on voit qu'après, c'est 30 km, et puis voilà. Surtout quand on n'a plus du tout donné les moyens à ces jeunes d'expérimenter le départ dès l'enfance, en fait, avec plus de sorties, plus de nuitées à l'école, organisées par l'école, beaucoup moins de colonies de vacances, y compris sur les territoires, et donc qui sont aussi des formes de socialisation au départ, d'apprentissage au départ, qui sont aussi importants pour les parents que pour les enfants, en fait. Là, c'est des processus qui sont extrêmement importants et qui arrivent violemment, du coup, dans les parcours à 14-15 ans, quand se pose la question de l'internat. Et je vous donnerai un exemple là, avec une fille que j'ai rencontrée en MFR, et ça fait 3 semaines qu'elle est en MFR, elle est au mois de septembre, elle est contente, c'était ça qu'elle avait envie, et sa mère l'appelle tous les soirs. Alors sa mère l'appelle tous les soirs pour savoir si ça se passe bien, mais aussi pour lui dire qu'elle ne s'en sort pas. Et sa mère pleure tous les soirs au téléphone. Et en fait, je reviens un mois plus tard et cette fille-là, je l'appelle en disant « mais je ne te vois pas sur la MFR, t'es passée où ?» Elle me dit « non, j'ai arrêté parce qu'en fait, pour ma mère, ce n'était pas possible. » Et donc, il y a vraiment une question d'apprentissage collectif et on ne peut pas toujours regarder du côté des jeunes si on n'a pas regardé du côté des parents et de ce que faisait en fait cette question du départ aux parents et comment ça pouvait aussi précariser tout l'équilibre familial qui tient parfois avec du scotch qui ne colle pas très bien, quoi. Oui. Je me permets du coup une question qui n'est pas reliée dans le chat, mais que je me pose et sur laquelle on travaille en Ariège. C'est, tu as évoqué des fois d'avoir rencontré des élus locaux. Qu'est-ce que tu as pu constater justement de ce qu'ils en voient, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils auraient envie d'en faire, peut-être une fois qu'ils sont éclairés peut-être par tes études? Je n'aurais pas la prétention de penser qu'ils ont été éclairés. Ils ont été bousculés pas mal. Non, en fait, ce qui était intéressant de voir, alors je n'ai pas rencontré sur tous les territoires tous les élus, il y en a certains, je leur ai envoyé des mails, mais alors j'ai bien compris que ça les... Ouh là là, c'était pas vraiment pas leur idée, la sociologie de la jeunesse et la sociologie des filles. Alors là,
C'était pas leur truc. Et pour ceux que j'ai rencontrés au tout début de l'enquête, quand j'arrivais sur le territoire, ce qui était intéressant, c'était qu'ils me posaient la question, mais pourquoi vous voulez faire une enquête sur les filles? Et cette question-là, j'ai dû beaucoup y répondre. J'ai dû y répondre aux filles, j'ai dû y répondre aux professionnels et puis aux élus. Et aux élus, je leur disais, en fait, pourquoi pas? Les enquêtes en territoires ruraux, les dernières grosses enquêtes portent beaucoup sur les garçons, en fait, et on rentre par les garçons parce qu'ils sont dans les clubs sportifs, parce qu'ils sont dans les clubs de chasse, parce qu'ils sont en politique, pour comprendre la ruralité. Donc moi, l'idée, c'est de prendre le contre-pied en rentrant par les filles et en voyant qui c'est que je rencontre derrière. Ah oui, oui, mais pourquoi les filles, en fait? Pourquoi ça serait intéressant de faire que les filles? Pourquoi pas les filles et les garçons? Donc la réponse, c'était, dites-moi où sont les filles dans votre village, où est-ce qu'elles traînent, puis après, on verra. Et puis là, il y a souvent des grands blancs, en fait, parce que les filles, elles traînent pas. Parce que les filles, on les voit pas. Parce que les filles, on ne sait pas où elles sont. Et du coup, ce qu'elles font chez elles, ils n'avaient pas beaucoup de billes, à part, oui, il y a bien ma fille ou la fille de ma cousine. Ok, d'accord. Mais, donc voilà. Et du coup, alors après, ça les a bousculés sur le sport. Clairement, la question des équipements sportifs, c'est quelque chose qu'ils peuvent entendre. Voilà, la question de la mobilité, c'est quelque chose qui était difficile à entendre parce qu'on a tellement fait pour les jeunes. Alors oui, on a tellement fait pour les jeunes et en même temps, quand sur les 2 territoires touristiques, les jeunes pointent clairement les disparités entre les moments où il y a des touristes et où il y a beaucoup plus de créneaux et le reste de l'année où il n'y a plus rien. Et du coup, elles doivent se reporter aux cars scolaires, y compris quand elles seront plus scolarisées. Alors souvent, et ça c'est cool, les compagnies de cars scolaires ne sont pas très regardantes sur qui va en cours ou qui ne va pas en cours, mais pour autant, ça veut dire qu'on arrive à 7h30 devant la mission locale au mois de décembre quand il pleut, alors qu'on n'est pas scolarisé et que la mission locale ouvre à 9h30. Alors oui, les conseillers, conseillères sont des humains comme les autres et donc vont ouvrir dès qu'ils arrivent, vont ouvrir la mission locale, vont proposer un café et tout ça, mais malgré tout, ça doit être pris en compte dans les formes de reconnaissance de la place des parcours de vie et de la place des filles qui ont moins d'accès aux moyens de mobilité que les garçons et tout ça. Donc voilà, et puis un élément, je pense, qui a pas mal parlé, c'était quand je leur expliquais que, notamment, alors la mobilité, ça marque bien les élus, parce que quand on entend rural, on entend mobilité. La question de comment les filles sont moins équipées que les garçons en 2 roues motorisées, comment elles ont moins accès, mais aussi quand elles ont accès, c'est des moindres capacités de réservoir que les garçons, donc elles vont moins loin. Bon, ça les faisait rire, mais en même temps, c'était une manière assez illustrée de leur faire comprendre les enjeux et les rapports de genre inégalitaires sans forcément mobiliser des notions sociologiques. Voilà. Et puis, sur la participation, parce que leur grand truc, vu que c'était au moment du grand débat, il y avait le truc de pourquoi les jeunes ne viennent pas au moment du grand débat. Est-ce que vous ne pourriez pas nous donner la parole des jeunes que vous avez rencontrés pour participer au grand débat? Moi, j'étais là, non, moi, je ne suis pas porte-parole de la jeunesse rurale que je ne connais pas ici. Hein. J'ai rencontré quelques jeunes et vous avez qu'à vous débrouiller pour y accéder. Et en même temps, du coup, voilà, la manière d'invisibiliser la participation des filles par des micro-moments que j'ai pu observer, ça leur permettait de voir combien ils participaient, malgré eux, souvent, à cette invisibilisation collective de la participation juvénile et de ne pas entendre forcément la participation comme uniquement électorale ou engagée dans des associations, on va dire, à très forte visibilité sur le territoire. Mais la participation peut passer par des micro-formes de participation qui ne sont pas valorisées pour autant. Je vais continuer sur les questions. Donc, une question sur l'accès à des travaux saisonniers rémunérés. Ouais. D'une part. D'autre part, est-ce que les filles ont un budget vacances? Est-ce qu'elles partent seules, avec leurs amis ES, avec la famille ou dans la famille? Alors, sur la question du travail saisonnier, alors c'est quelque chose qui s'est posé beaucoup sur les 2 territoires où il y avait du tourisme, hein. Donc Presqu'île de Crozon et Chartreuse, c'était facile, hein, il y a des touristes, il y a de l'emploi saisonnier vraiment qui se développe. Autant vous dire que dans les Ardennes, l'emploi saisonnier, ça n'existe pas franchement, hein. Il n'y a pas encore... Il y a des affiches dans le métro parisien sur les Ardennes, mais ça ne marche pas tant que ça. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir combien les filles du coin arrivent en concurrence avec les filles des villes sur les emplois saisonniers qui viennent gagner leur vie au vert, faire une saison sympa à la mer ou à la montagne. Et en fait, les filles que moi j'ai pu rencontrer, elles sont embauchées sur des travaux saisonniers. Alors par exemple, une que j'ai suivie un petit peu,
qui devait embaucher dans un camping. Elle était super contente, tout ça. Et puis, en fait, elle s'est retrouvée au ménage du camping quand c'est une fille de la ville qui est venue, qui a été embauchée pour faire l'accueil des gens. La fille de la ville ne connaît pas le territoire, elle ne peut pas conseiller sur qu'est-ce qu'il y aurait à faire, excepté avoir 3 brochures, et voilà. Mais par contre, elle a les codes des gens de la ville, elle a les codes des touristes, elle a le vocabulaire des touristes, elle a le lexique corporel des touristes. Et la fille du coin, elle du coup, elle ne pourra pas bénéficier de cette expérience en termes d'ouverture de réseau, de rencontres, puisqu'elle va se retrouver davantage sur voilà, un métier qui est difficile, qui est invisible, qui est le ménage, le nettoyage 4 fois par jour des sanitaires d'un camping, quoi. Alors, c'est pour vous donner un exemple, mais du coup, elles vont décrire en fait des formes de concurrence entre les filles et notamment aussi entre les filles qui viennent du territoire, qui sont parties faire leurs études et qui reviennent temporairement pendant l'été, voir la famille et bosser un peu et qui, elles ont l'impression, se font voler le boulot qui était disponible, le seul boulot qui était disponible. Et puis, sur le reste des emplois saisonniers, elles vont, par contre, quand elles ont un peu de réseau, pouvoir accéder au poste de vendeuse au supermarché qui s'ouvre l'été, qui se referme juste après, quoi. Donc voilà. Et sur la question des vacances, alors les adolescentes partent peu en vacances, au sens partir de chez elles. Elles ont des vacances, hein, elles s'organisent des vacances dans les jardins des unes et des autres, chez les parents des unes et des autres, mais elles partent peu sans leurs parents. Et les plus âgées que j'ai pu rencontrer, qui ont plutôt la vingtaine et donc déjà travaillé avec du coup déjà des moyens économiques, elles vont s'organiser des vacances, rares vacances entre copines ou avec des copains. Alors notamment, pas forcément très très loin pour toutes, mais elles aspiraient à pouvoir partir en Thaïlande, par exemple, comme tous les jeunes aujourd'hui, sans passer par la case Paris, par exemple. Elles n'envisagent pas de partir en vacances à Paris, ce n'est pas des vacances, Paris. Donc voilà, et donc elles vont aller à la mer, ailleurs en bord de mer que là où elles sont. Elles habitent rarement en bord de mer et elles ne vont pas prendre des locations en bord de mer, mais elles vont aller en camping mobil-home, chercher la plage, chercher les codes des vacances, en fait, hein. Donc voilà, à l'inverse, moi j'en ai rencontré, je crois pas, qui vont en vacances au ski. Donc voilà, mais il y a un effet aussi un petit peu de territoire malgré tout, parce qu'il y a Pays de Gâtine qui n'est pas si loin de la mer et Presqu'île de Crozon qui n'est pas si loin de la mer. Donc voilà. Très bien. Alors, je relaye aussi une invitation. Donc, alors, il y a eu un message personnel adressé entre participants pour avoir accès à la recherche menée en Corrèze. Tous les participants, vous avez mon adresse mail. Je peux faire le relais aussi de ce type de recherche-action ou des éléments que vous voudriez partager à tous les autres. N'hésitez pas à utiliser mon adresse mail que vous avez tous et je transmettrai. Voilà. Une dernière question, en tous les cas, qui apparaît dans le chat. Donc, quels sont les résultats notables au niveau des sexualités et notamment des expérimentations de ces jeunes rurales? Grande question, ça va être dur en 3 minutes. Alors, on va commencer par les jeunes qui ont des sexualités minoritaires ou qui sont dans des identités de genre minoritaires, parce que comme ça, au moins, j'en aurais parlé. Donc oui, toutes les filles que j'ai rencontrées ne sont pas forcément dans des parcours hétérosexuels. Et or, en ruralité, les personnes ressources, on va dire LGBT-friendly, LGBTQI friendly, sont pas forcément identifiables facilement. Et c'est là où on va voir, alors on posait la question, est-ce que ça change pas, est-ce que ça change? Oui, ça change parce qu'en fait, ces jeunes ont accès à Facebook. Alors même si les jeunes sont plus sur Facebook, machin, ils ont tous des comptes Facebook, elles ont tous des comptes Facebook parce que c'est contraint pour accéder à d'autres plateformes. Et en fait, c'est via les réseaux sociaux, les réseaux sociaux et les médias sociaux qu'elles vont pouvoir identifier des lieux où elles pourront accéder où elles pourront vivre finalement leur orientation sexuelle ou leur identité de genre de manière libre et sans regard dévalorisant, disqualifiant, violent. Donc voilà, elles vont aussi créer des communautés d'appartenance grâce aux réseaux sociaux pour s'identifier entre elles, parce qu'en fait, c'est difficile parfois voilà, en ville, on a quand même beaucoup de lieux qui sont affichés
qui sont disponibles à moindre coût. Il suffit de marcher, alors on peut marcher un peu longtemps, mais on les trouve, ces lieux-là. En territoire ruraux, si on ne les connaît pas et si on n'en a pas entendu parler, on ne peut pas savoir où c'est. Donc voilà, et donc là, les réseaux sociaux font vraiment leur jeu, leur groupe, de participer à créer des communautés d'appartenance, mais aussi à créer des communautés de soutien et de groupes de pairs par expérience. Au-delà de ça, ce qui est intéressant de voir sur la sexualité, c'est la construction et l'importance de la sexualité juvénile qu'on va retrouver, et de la mise en couple, en fait, qu'on va retrouver comme dans les milieux urbains, le fait d'être en couple, de se poser, mais qui va être encore plus fort finalement là, puisqu'on a vu sur les parcours des uns et des autres, quand on ne bouge pas, et avec l'importance d'être casé vers 20 ans, en fait, qui va se retrouver comme une injonction et un problème quand on a 25 ans. Quand on a 25 ans et qu'on va à une fête et qu'on est seul et que ça fait déjà 5 ans, 7 ans qu'on fréquente les fêtes et qu'on est toujours toute seule, ça devient suspect. On a un problème. On n'est pas clair. Et donc, on ne va plus aux fêtes de village parce qu'il faut supporter en fait, le fait d'y aller toute seule alors que toutes les copines commencent à déjà être mariées, commencent à déjà être en couple, commencent à déjà avoir des enfants et que nous, on ne l'a pas. Et comme ça, il y a plusieurs entretiens de jeunes femmes qui ont 25 ans qui disent « mais en fait, c'est tellement dur quand toi, tu n'as juste pas envie de te caser, de faire comprendre aux autres que le fait de se caser, ce n'est pas forcément mon seul objectif de la vie. » Quand finalement, dans les schémas collectifs, en fait, le fait d'être en couple, c'est ça qui va construire ta position dans le groupe de femmes. Et que si c'est entendable à l'adolescence, ça ne l'est plus quand on devient une jeune adulte, ça ne l'est plus quand on travaille. Et donc, on va voir finalement comment cette question de la sexualité va se jouer différemment en fonction des âges, et elle va se jouer aussi différemment en fonction des garçons et des partenaires qu'on va pouvoir avoir. Alors, je vais vous donner un exemple, et ça sera le dernier exemple, et puis après, je vais respecter le temps parce que sinon, vous allez tous décrocher et Olivier va me taper à distance. Mais voilà, moi, il y a 2 filles. Alors, tous les jeunes que j'ai rencontrés ont des histoires d'accidents de voiture, de copains, de copines qui ont eu des gros accidents de voiture ou qui sont décédés dans des accidents de voiture. Et il y a 2 parcours avec 2 filles qui ont leurs conjoints qui sont décédés dans des accidents de voiture. La première, en fait, on voit combien son couple est reconnu localement. Et en fait, c'est un couple populaire au sens de notoriété. Voilà, c'est le couple de machines et trucs, tout le monde les connaît, ils sont tellement mignons ensemble, les 2 familles se connaissent, les 2 familles ont validé le couple finalement. Et le groupe de copains, de copines, des parents aussi a validé le groupe. Et lui meurt dans un accident. Et elle va être investie finalement presque du rôle de veuve. Elle a 17 ans et elle va presque être investie du rôle de veuve. Elle va accompagner la famille dans le processus de deuil. C'est elle qui va tenir la quête des jeunes pour faire prendre en charge une partie de l'enterrement et tout ça. C'est elle qui va bénéficier de la gourmette du garçon qu'elle va porter. C'est comme ça qu'en fait, j'ai posé la question. Je dis, mais c'est qui lui ? Et donc, voilà, l'entretien, c'est comme ça qu'elle a dénoué le truc. Et en fait, le fait que la mère lui donne la gourmette, ça l'installe aussi dans une place de la famille. Elle vient discuter avec la maman, elle vient finalement avoir une place légitime dans la famille de son conjoint, enfin de son petit copain, même, je sais pas, conjoint, c'est peut-être un peu fort, à ce moment-là. Et à l'inverse, il y a une fille qui a donc son partenaire aussi, qui est décédé dans un accident de voiture avec son frère. Donc, elle a perdu son copain et son frère dans cet accident. Et elle sort avec un garçon qui n'est pas un garçon du coin, qui n'est pas un garçon à bonne réputation. C'est un garçon qui vient de banlieue parisienne, qu'elle a fait venir de la banlieue parisienne, qu'elle a rencontré quand elle a fait une expérience furtive en banlieue parisienne. Et ce garçon a des histoires. Ce garçon ne travaille pas, tandis que le premier travaille dans l'autre histoire. Et ce n'est pas un couple populaire, c'est un couple à problème. Et lui, c'est un garçon qui engendre des problèmes, notamment dans la boîte de nuit où il va, la boîte de nuit du coin, où il surconsomme de l'alcool et ça se finit en bagarre et tout ça. Et quand, en fait, il va décéder, on va reprocher à cette fille-là de ne pas avoir tenu son copain, de ne pas avoir su, finalement, faire son rôle de femme, de tenir son conjoint, de le tenir sur ses consommations, de le tenir sur ses pratiques, de l'autoriser encore à aller en boîte de nuit alors qu'il est en couple et qu'ils ont des enfants, et donc de ne pas finalement prendre en charge son partenaire. Et donc là, on va voir combien finalement la sexualité et la conjugalité, elles vont faire et défaire les réputations, elles vont faire et défaire la place des filles. Et cette fille-là, la deuxième dont je vous parle, elle est mise au banc du rang des filles, clairement, elle a plus de copines. Moi, on m'en parle dans les autres entretiens en me disant « Ah, mais elle, tu sais, il y a une fille ici, franchement, comment c'est abuser sa vie, machin, tout ça. Non, puis en plus, enfin voilà. » Et donc, on va m'en parler très négativement. Elle a plus de copines et elle a encore moins. Alors, elle avait encore des réseaux
de copine parent par ses enfants qui coupe les ponts directement quand son conjoint meurt. Et en fait, l'enterrement se passe de manière très, alors comme on dit, dans l'intimité. Mais alors là, ils sont vraiment très, très peu nombreux, alors que l'autre enterrement se passe avec tout le village, tout le monde, le maire, et on a perdu un jeune de chez nous et tout ça. Dans l'autre côté, on n'a pas perdu un jeune de chez nous, on a perdu un jeune faiseur de problèmes, et c'est presque un soulagement, et cette fille va se retrouver très isolée, y compris par une partie des professionnels travailleurs sociaux, en fait, qui sont du coin et du coup qui participent à ça. Donc voilà un peu les enjeux de sexualité, mais je n'ai pas plus de temps et j'ai déjà débordé mon temps de 5 minutes, j'en suis désolée. Il n'y a pas de souci, on va conclure. Un grand merci pour toutes ces présentations et pour la richesse des échanges. Merci beaucoup Yael, merci à tous les participants aussi qui ont enrichi par leurs questions la suite des échanges. Il y a beaucoup de remerciements qui apparaissent sur le chat. Guillaume, je vais te laisser conclure. Conclure oui et non, parce que du coup, passer après tous ces propos, c'est bien difficile, si ce n'est encore une fois plus remercier Yael pour tous ces éléments d'éclairage. Et je vais un peu paraphraser Olivier Desmesures sur la précédente rencontre. Ça a permis aussi de dégonfler des concepts, de mettre des mots, de mieux comprendre comment tout ça s'articule. Et effectivement, cet élément d'éclairage que tu as pu avoir là sur cette heure et demie, effectivement, comme tu le dis, mériterait presque de faire des focus un peu particuliers sur toutes les entrées là que tu as évoquées. Merci aussi pour les apports des participants. Et effectivement, voilà, ça augure aussi sur nos territoires respectifs de continuer à retravailler ces questions de genre et de place des filles aussi, notamment dans le niveau de participation. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi dans le territoire du Lot, notamment avec l'Observatoire des jeunesses et des politiques de jeunesse, entre autres. Donc voilà, après, conclure, je ne sais pas si Olivier veut dire un mot, Mélanie aussi, voilà, mais on ne va pas non plus y passer trop de temps. Et on s'était fixé midi. Bon, voilà, il est midi 6. Ça me semble bien, quoi. Voilà. Je laisse la parole soit à Olivier ou Mélanie. Merci. C'était juste pour ajouter que dégonfler le concept, ça ne m'appartient pas, ça appartient au psychanalyste Jean Laplanche. Comme quoi, on est bien dans une logique interdisciplinaire aujourd'hui, que des géographes ont pu s'exprimer aussi, des animateurs professionnels, des personnes qui sont ressources aussi dans les territoires ruraux, et c'est plutôt intéressant. Merci en tout cas, Yael, pour cette brillante intervention. Et donc, on continue les choses. Mélanie, si tu veux prendre la parole rapidement. Eh bien, je vais prendre la parole pour dire que ce cycle continue et que vous avez activement travaillé avec Véronique Borde pour qu'on ait aussi une approche peut-être un peu plus politique publique après cette approche sociologique et genre et l'approche plutôt territoriale la dernière fois. Et que on essaie d'œuvrer modestement pour diffuser un ensemble de travaux. Et j'ai trouvé super intéressant vos propositions dans le chat et on est vraiment preneur que ce soit l'occasion aussi de diffusion, de recherche-action, d'initiative, parce qu'on aimerait aussi, modestement, œuvrer pour proposer, pas forcément des solutions, mais proposer des choses qui réhabilitent les pratiques, les modes de vie, les orientations des jeunes. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.